Montréal, c'est demain, brève impro. Toujours un peu la trouille de se dire, il y a ces zones au milieu, on doit aller dans ces zones, mais est-ce qu'on va emporter avec soi ce qu'on transporte, mais ce qu'on transporte obscurément et que nous, saltimbanques, on rejoue par les mains et pas par pensée et discours. Je repensais beaucoup à un bouquin qui, pour moi, compte énormément depuis 3-4 ans. Gilbert Simondon, Imagination et Invention. Peut-être que vous l'avez chez vous. Un bouquin qui me paraît important par son fonctionnement. C'est pas que ça invente la poudre, puisqu'on est déjà tous à cet endroit-là. Et cet endroit-là, on sait le manipuler, le prendre. Le travail nous amène à cet endroit-là. Sur quoi il bosse, Simondon, avec imagination et invention? Vous lisez un roman. Le mental reconstruit ce qui réfère, organise derrière, même si c'est le 19e siècle, même si c'est le début 20e, vous fabriquez une représentation depuis ce flux entrant de langage. Vous débarquez dans une ville que vous ne connaissez pas. Ce que vous percevez de la ville fabrique une représentation mentale a priori détachée, puisque vous ne savez pas ce qu'il y a derrière les murs, où vont les rues, ou comment vous-même vous allez vous accommoder de la langue ou des signes que vous ne connaissez pas. Mais c'est la même chose dans l'ordinaire, ce qu'on connaît a priori très bien, mais c'est ça quand même qu'il faut reprendre dans la représentation, parce que ce qui agit dessous, ou bien simplement parce que chaque narrateur différent dans le même quotidien ordinaire verra tout autre chose, ou bien parce que ce réel ordinaire, pour le décrypter, là devant vous, dans ses enjeux les plus invisibles, eh bien c'est à ça que va servir le langage, y compris la phase même la plus simple qui est la description. An acquaintance with description, dit Gertrude Stein. Qu'est-ce qui fait de ça, Simondon? Eh bien, comment ça travaille mentalement? Comment cette analyse est sans cesse pour se comporter, pour agir, pour penser, pour peindre, pour photographier, renvoyée vers l'extérieur dans les mêmes indistinctions, c'est-à-dire ces flux qui viennent du langage et qui refabriquent de la représentation, y compris dans son apparence visuelle. Et puis, de l'autre côté, ce qui vient du visuel, mais qu'on détache du visuel en tant que cette représentation intérieure. Si vous voulez marcher, vous orienter, eh bien vous allez vous déplacer vous-même dans cette représentation mentale reconstruite pour vous agir dans le monde. Ou bien, s'il s'agit de fiction, vous allez refabriquer ce flux sortant à partir de toutes ces représentations dont vous disposez, et vous allez fabriquer un univers de représentation qui sera en décalage, en référent, ou dans sa liberté autonome. Et avec ce principe de Simondon, ce qui est génial, c'est que, par exemple, toutes les questions de réalisme deviennent des vieilles lunes. Toutes les questions de roman ou poésie, fiction ou non-fiction deviennent des vieilles lunes. C'est ce travail qui s'élabore au-dedans, entre flux entrants de représentation, qu'ils soient reconstruits ou perçus, et flux sortants de représentation, qu'ils aillent se confronter au réel, ou qu'ils aillent fabriquer de la science-fiction, ou n'importe quel rêve. Il y a le rêve là-dedans. Qu'est-ce que c'est, sinon que ce fonctionnement livré à lui-même? Pourquoi je raconte ça? Pour vous étaler ma supériorité? Non, parce que c'est Simondon, il y a longtemps que je le pratique, mais ce livre-ci, c'est comme venir lire Edgar Poe, c'est comme revenir à ce petit cristal même qu'on ne saura jamais énoncer, mais qui nous fonde dans nos approches. Je crois que c'est d'autant plus important maintenant que l'image, on ne sait plus ce que c'est. Ça a l'air bête de dire ça. Quand on voit une photographie prise par un télescope spatial, de quoi il s'agit? De quelque chose de l'ordre du visible, nos représentations de l'univers, voire même de la surface de Mars. Elles participent de l'expérience du visible, comme prendre l'iPhone et me photographier là, moi qui m'enregistre. Ça y est, c'est fait. C'est plus compliqué que ça. C'est des choses qui viennent d'ondes radio, c'est des signaux
codés en binaire, qui nous ont été transmis de façon complexe. C'est des réseaux d'antennes qui les reconstituent. Et simplement, on utilise ce qu'on imagine du visible pour fabriquer une image qu'on puisse interpréter par ce qu'on sait du visible et qui décale le visible dans la petite part d'inconnu qu'on suppose dans ce fond d'univers, cet astéroïde ou la surface de Mars. Mais le problème, c'est qu'il en est exactement de même avec la photo quotidienne. Ces petits capteurs, par exemple sur l'iPhone, ils sont gros comme un petit demi-ongle, en gros. Ça veut dire que l'appareil, il est aussi myope que ma pomme. Mais c'est là où on a commencé à le comprendre il y a 4-5 ans. C'est-à-dire que la photographie, on supposait toujours que c'était un temps déterminé. Ça pouvait être un 60e de seconde, un 10 millième de seconde. On pouvait faire des longues pauses, 10 ou 20 secondes pour les photographies nocturnes, mais on les concevait comme un temps arrêté. Et puis on a commencé à comprendre que sur ces appareils, Apple, mais pas seulement, la photographie débordait, c'est-à-dire la photographie emmenait ce qu'il y avait en amont de votre propre temps de déclenchement, puisque le capteur, de toute façon, il est éveillé par la batterie, c'est pas un appareil réflexe avec un miroir comme celui sur lequel je me filme là tout de suite, et puis inversement, captait aussi le son, et on a vu arriver ces petites capsules qui ont fait des applications, Vine, tout ça, qui d'ailleurs se sont révélées plutôt sans avenir, mais là, c'est pas ce qui nous concerne, c'est-à-dire arriver à comprendre que quand vous faites une photographie iPhone, l'appareil, lui, il en prend 8 avant, 8 après, dans un temps délimité. C'est-à-dire, il y a le temps de la photo, ça d'accord, on reste dans l'univers classique, mais les 8 avant, les 8 après, simplement, lui, c'est ces petites variations qui vont lui permettre de fabriquer une photo nette. D'ailleurs, ces appareils qui pourtant ont une optique Sony ont des capteurs bien moins lourds en pixels. Je crois que le Sony est à 124 000 ou 96 000 pixels. Le Samsung aussi est équipé de ce genre de trucs. Et le Apple uniquement 72 000. Et pourtant, il arrive à faire des photos justement plus nettes parce que l'interprétation algorithmique, si l'appareil reconnaît qu'au milieu il y a une tête dans le cadre, il veut mettre le visage en avant. S'il y a un contre-jour, s'il y a un paysage, il va interpréter le paysage d'après ce qu'on lui a appris à interpréter du paysage. Et donc, c'est pas vous qui ferez la photographie, mais l'appareil qui vous produira une interprétation arbitraire de son algorithme à partir des impressions capteurs, et c'est ça où vous direz un portrait, une photo de paysage en admirant même la qualité, puisque le visage qui bougeait, vous l'avez saisi, etc. Et ça, Wilhelm Flusser, pour une philosophie de la photographie, il l'avait compris bien avant, bien autant même de ce qu'il interprétait comme algorithme, mais pour les appareils encore à pellicule manuelle et argentique. C'est-à-dire que la photographie n'est plus décontextualisable. Alors évidemment, c'est quelque chose de terrible à entendre, à la fois pour les amis photographes et à la fois pour les amis théoriciens qui ont plaisir à étudier et scruter l'univers de la photo. Et pour moi, les photographes, c'est une espèce que je révère. Pour moi, c'est comme les batteurs en musique. C'est tellement con et simple de faire une photo. Et justement que l'art en est 1000 fois plus difficile pour que ça pêche juste. Et tous mes potes photographes, je me suis jamais privé de leur dire. Mais ça va peut-être encore plus loin avec ce genre de miniaturisation qui continue. C'est-à-dire que photographier avec téléphone, c'est bien. Par exemple, sur mon iPhone, je me sers de l'appareil photo quasiment pour documenter ou scanner une page de livre. Obtenir la version texte d'un livre que je photographie. Mais pour le film, j'utilise une petite application qui s'appelle Filmic, je crois, quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça, le logo, et c'est avec ça que je règle le 4K, que je règle l'exposition, que je règle le manuel. Et du coup, le capteur, on peut se le réapproprier et finir en partie les algorithmes. Là, je me filme sur un gros appareil, donc c'est un capteur 24-36 mm. C'est déjà beaucoup plus gros. On est déjà à 24 millions ou je sais pas quoi de pixels. Est-ce que ça veut dire que je suis dans une image, c'est-à-dire un procédé optique qui interprète la réalité en dehors d'une interprétation liée
soit moi-même, soit l'appareil. Bien non, c'est-à-dire que le format RAW, R-A-W, que utilisent tous ces appareils, c'est là encore des algorithmes liés à la machine, là encore qu'on peut arriver à pousser au maximum pour que disposer d'un fichier qu'on va réutiliser ensuite dans Lightroom ou Photoshop pour restaurer toujours ce processus de Simondon, renvoyer vers l'extérieur ce qui est une part visible à partir d'une interprétation électronique qui n'a pas d'objectivité en elle-même, c'est un fichier. Enlevez l'expérience de Kenneth Goldsmith classique, vous enlevez le point JPEG, vous mettez .txt à la place, vous ouvrez le fichier, vous verrez bien ce qu'il y a dedans. Mais vous commencez à voir pourquoi, pour moi, c'est ce fonctionnement entrant, sortant, représentation et représentation qu'on renvoie vers le dehors pour confronter au réel, à l'appel de l'autre, à la confrontation ou la discussion avec l'autre, et surtout à ce qui nous permet, nous, d'interpréter la dureté, le physique, la catastrophe du réel. C'est dans ce petit noyau entrant-sortant que ça se passe. Et le mystère des appareils photo, c'est qu'ils en sont en quelque sorte une allégorie technique. Donc qu'est-ce qui se passe encore quand on entre dans une autre étape de miniaturisation? Là, c'est la GoPro, mais peu importe, il y a la Osmo, et l'Insta360, il y a tous ces trucs-là. Et c'est la notion d'appareil dédié, c'est-à-dire qu'à un certain moment, l'algorithme, pour qu'il puisse travailler, doit quand même se relier aux fonctions de main. Par exemple, il inclut une fonction de stabilisation. Bon, j'entre pas dans ces conneries, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce processus que dit Simondon, par quoi ce qui entre et ce qui sort déploie à la fois le réel, la fiction et la possibilité de passer au-delà de l'apparence qui, en elle-même, du réel, est muette. Comment passer la mutité? Et vous savez qu'avec ces appareils, films en 4K, qui pouvaient faire des ralentis jusqu'à 140 images secondes, si vous réduisez un petit peu le format et tous ces trucs-là, quand vous le laissez tourner 15 minutes, moi je tourne en 2.7K, il devient brûlant, c'est à peine si on peut le tenir. Donc c'est un travail énorme de codage sur la carte des informations entrantes. Et nous, ensuite, ces informations qui sont entrées, on va les réinterpréter, toujours mon mot de recoding qui revient à chaque vidéo, pour fabriquer ce qui sera interprété comme cette vieille tradition du cinéma qui remonte à la lanterne magique du XVIIe siècle et pas à la photographie dans son origine, mais qui est que quand les ouvriers des frères Lumière voient tout le train qui arrive à La Ciotat, eh bien, il y a un effet de panique. Cette illusion de réel, c'est quoi? C'est que notre immersion permanente dans le réel, on l'a détachée de ce qui existe pour la renvoyer et nous agir sur ce qui existe. Je répète toujours la même chose, mais c'est bien pour ça que j'avais besoin de ce petit labo. Mais comment ils font ces machins-là? Qu'est-ce qu'on filme? On filme justement cette notion d'image, c'est-à-dire ce qui m'entoure dépose, comme vous savez, le sténopé, on creuse un tout petit trou dans un obturateur noir ou le volet d'une pièce, et puis au milieu de la pièce, à un certain point, se dépose l'image matérielle de ce qu'il y a de l'autre côté. Mon copain Shlomov qui faisait des sténopés d'architecture, vous prenez un bâtiment de Corbusier ou d'un autre grand architecte, vous obturez la totalité et vous travaillez sur ce que voit le bâtiment. Et puis là, vous comprenez que l'architecte, c'est peut-être là-dessus qu'il avait travaillé d'abord. Non pas comment lui voyait le bâtiment, mais le construisant à partir de ce que verrait le bâtiment. On peut aller très loin avec ces trucs. Et bien, ces petits machins, l'algorithme, il est en permanence activé de façon à ce que les éléments mobiles soient continuellement mis à jour, comme lorsque vous faites les sauvegardes Time Machine de votre Mac, mais que les éléments qui ne bougent pas d'une image à l'autre, eux, ne sont pas numérisés, ils sont simplement mémorisés. Et donc, globalement, il n'y a plus d'images.
Alors cette problématique, qu'est-ce qu'elle est vieille? Elle est vieille comme le geste du peintre, elle est vieille comme tout rituel religieux, elle est vieille comme toute fiction et toute illusion. Simplement, dans nos interprétations, jusqu'ici, on pouvait s'appuyer sur une extériorisation matérielle de ce qu'on nommait image, qui toujours a été instrument, même si c'est le pigment appliqué sur la main et la main qui s'applique sur la paroi de la grotte dans ces rituels très étranges qu'on découvre à Chauvet ou Lascaux ou ailleurs, il y a une instrumentalisation, il y a une techné, il y a une technique. Eh bien, la technique arrive à un point où l'image n'a même plus de matérialité d'algorithme, puisque l'algorithme, il existe en dehors de vous et il se fiche de ce qu'il fabrique, de ce que vous lui entrez. C'est simplement la fonction de recodage. Et c'est exactement, justement, ce qu'on fait. Si vous lisez Madame Bovary, et puis que l'aveugle qui fait la manche en haut de la côte, tout d'un coup, il vous semble le voir. Ou bien que, intérieurement, vous avez mal quand Charles Bovary loupe son opération du pied beau. Et là, tout d'un coup, il s'ouvre d'autres espaces. Alors, la trouille que j'ai par rapport à Montréal, c'était ça. Est-ce que j'ai encore à être concerné par des questions qui tiennent au numérique, alors que ce que j'essaye tout simplement, c'est de maintenir le vieil aveugle qui fait la manche en haut de la côte dans Madame Bovary, parce que c'est ça qui m'intéresse, la littérature. Est-ce que vous avez remarqué maintenant que dans les aéroports, on vous parle de valise connectée? C'est quoi valise connectée? La valise, elle émet son petit signal Wi-Fi et on peut savoir où elle est n'importe quand. C'est bien utile pour ceux qui ont quelque chose de précieux dans leur valise. À 29 balles que j'ai payé la mienne à Auchan, rouge fluo pour la reconnaître sur le tapis, mais avec 4 petites roulettes, même si elle ne me tiendra pas 10 ans. Est-ce que c'est une valise connectée? Non, même moi je me déconnecte quand je voyage. Mais c'est bien ça qui me travaille aussi, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est avec une invention aussi miraculeuse que l'Internet? Imagination, invention, dit Gilbert Simondon. Si ça sert qu'à tracer, par exemple, qu'est-ce que je crois que j'aimerais m'acheter une valise connectée que j'enverrai vide dans les avions avec des fausses adresses uniquement. Mais est-ce qu'on n'est pas tous ce genre maintenant de valise connectée, vide à l'intérieur, qui sait pas pourquoi on la trimballe ici, pourquoi on la trimballe là. Voilà, c'était le numéro 3 de mon truc numérique. Demain, il n'y en aura pas parce que je serai dans